crise climatique mondiale est au centre de la COP28 qui se tient depuis ce 30 novembre à Dubaï. Le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno, avec une forte délégation italienne, participe à cette conférence. Détail à suivre dans ce journal et nous parlerons aussi dans cette édition de la reprise des bombardements dans la bande de Gaza après une trêve de quelques jours observée. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. La COP28, conférence internationale sur la crise climatique, se tient à Dubaï. Ouvert ce 30 novembre 2023, cette conférence s'étendra jusqu'au 12 décembre et réunit des chefs d'État, chefs d'entreprise, ONG et société civile. Le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno, avec une forte délégation tchadienne, participe à cette conférence. Rassem Mordim Leila. Le président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, et le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, reçoivent les chefs d'État à leur arrivée à Dubaï pour la conférence COP28, où ils seront appelés à annoncer comment ils entendent rehausser leur engagement pour résoudre une crise climatique toujours plus menaçante, sans pouvoir éviter l'ombre du conflit Israël-Hamas. Chaque année, la COP se réunit pour déterminer les ambitions et les responsabilités en matière d'action pour le climat, ainsi que pour définir et évaluer les mesures en faveur du climat. Cette année, la conférence est organisée par les Émirats arabes unis qui assurent la présidence de la COP28. Les principaux points à l'ordre du jour de la COP28 sont les suivants: un bilan mondial, le programme de travail en matière d'atténuation du changement climatique, l'objectif mondial en matière d'adaptation, le financement de l'action climatique, y compris les modalités de financement des pertes et dommages. Le chef de l'État participe à la 28e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui s'ouvre ce 30 novembre à Dubaï. Jusqu'au 12 décembre, les dirigeants de gouvernements, d'entreprises, d'ONG, de la société civile feront le bilan des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat conclu en 2015 en vue de définir un plan d'action pour la réduction des émissions de gaz et le financement de la résilience au changement climatique. Après une trêve observée, la libération de quelques otages israéliens et certains prisonniers palestiniens, les hostilités reprennent vendredi entre l'armée israélienne et le Hamas dans la bande de Gaza. Des bombardements israéliens ont fait au moins 29 morts selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste. Habiba Hangini Mahamat. Une épaisse fumée s'élève dans le ciel après une frappe israélienne aérienne sur le camp de réfugiés palestiniens de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, alors que des habitants tentaient de sauver les blessés des décombres. Israël a annoncé la reprise des combats à Gaza, en menant une série de frappes aériennes sur le territoire. Alors que la trêve en vigueur depuis le 24 novembre a pris fin. La reprise vendredi matin des bombardements israéliens dans la bande de Gaza après l'expiration de la trêve entre Israël et le Hamas a fait au moins 29 morts palestiniens, dont des enfants, a annoncé le ministère de la Santé du mouvement islamiste. Le ministère dit avoir recensé 7 morts dans le nord de Jabalia et dans la ville de Gaza, 12 à Khan Younis et Rafah, dans le sud, et 10 autres à Al-Marzi, dans le centre du territoire palestinien. Jeudi, 8 otages israéliens avaient été libérés par le Hamas et 30 prisonniers palestiniens par Israël, dans le cadre d'un accord d'échange pour 4 jours, puis renouvelé chaque soir ensuite. Cet accord garantissait une trêve temporaire à Gaza et a expiré. Les autorités israélites ont instauré l'interdiction aux écoles d'ouvrir sans un abri aux normes. La bande de Gaza assiégé a connu cette semaine de bombardements israéliens dévastateurs en représailles à l'attaque sanglante lancée le 7 octobre par le Hamas sur le sol israélien. Cette pause, négociée par le Qatar, les États-Unis et l'Égypte, a permis la libération des dizaines d'otages retenus à Gaza depuis le 7 octobre et de 3 fois plus de Palestiniens détenus par Israël, ainsi que l'entrée d'aide humanitaire dans le territoire palestinien. Toujours dans le conflit israélo-palestinien avec l'implication du Malawi où 221 jeunes quittent le pays pour partir travailler en Israël suite à un accord signé entre les deux gouvernements. Cet accord suscite des critiques de l'opposition malawite. Commentaire de Judith Kamtar.
Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, l'État hébreu fait face à un manque criant de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs où des Palestiniens étaient employés. Pour pallier ces déficits, Israël a fait appel au Malawi qui a envoyé 221 personnes travailler dans les fermes israéliennes. Un accord secret qui suscite les critiques de l'opposition malawite. Des milliers d'employés agricoles ont quitté les fermes d'Israël, un secteur important de l'économie du pays, depuis le début de la guerre qui a éclaté après l'assaut meurtrier commis par le Hamas sur le sol israélien, une attaque qui a fait 1200 morts, des civils en majorité. Les terroristes ont aussi kidnappé au moins 240 personnes. Près de 170, dont 9 enfants, sont actuellement en captivité dans la bande de Gaza. Selon le ministre du Travail de Malawi, Wezi Kaïra, Israël fait partie des pays visés par un programme du gouvernement destiné à trouver du travail à ces jeunes à l'étranger et permettre par ces biais au pays de recevoir des devises étrangères dont il a cruellement besoin. M. Kaïra a souligné l'engagement de son gouvernement à garantir la sécurité des jeunes malawites envoyés en Israël, assurant qu'ils travailleront dans les endroits certifiés sûrs. Trial International, c'est une ONG suisse dont l'objectif est de traquer les criminels de guerre partout dans le monde et de les faire juger, s'appuyant sur la compétence universelle internationale qui permet à un État de poursuivre certains crimes où qu'ils aient été commis et sans considération pour la nationalité des auteurs ou des victimes. Ngena Ondouma Cynthia. Depuis une vingtaine d'années, en toute discrétion, l'ONG Trial International traque les criminels de guerre où qu'ils soient dans le monde, à l'image d'un Gambien condamné à perpétuité ce jeudi en Allemagne. Elle s'appuie sur la compétence universelle, un concept juridique qui permet à un État de poursuivre certains crimes où qu'ils aient été commis et sans considération pour la nationalité des auteurs ou des victimes. Elle s'apprête à ouvrir un dossier sur la guerre en Ukraine. L'ONG suisse Trial International, de par son travail de fourmi, est à l'origine de nombreuses ouvertures d'enquêtes concernant des criminels de guerre présumés. Il y a quasiment 10 ans, jour pour jour, l'ONG alertée par des Syriens vivant à Genève avait retrouvé la trace dans un grand hôtel genevois de Rifat al-Assad, l'oncle du président syrien Bachar al-Assad. L'homme est considéré comme responsable de plusieurs massacres en Syrie, dont celui de Hama en 1982. Depuis, la justice suisse a lancé un avis de recherche le concernant en 2022. Cette traque a toutefois ses limites, les chefs d'État ou de gouvernement, ministres des Affaires étrangères ou autres diplomates étant immunisés contre les poursuites. Soutenus par des financements publics et privés, dont l'Organisation des Nations Unies et l'Union européenne, l'organisation vient en aide gratuitement aux victimes. Elle a ainsi représenté depuis 2002 plus de 8100 victimes devant les juridictions nationales et internationales. Présidentielle en République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu s'est rendu à Goma le jeudi 30 novembre 2023. Parade dans la ville et discours devant des milliers de ses partisans, l'opposant accuse Félix Tshisekedi d'avoir signé un pacte avec le président rwandais Paul Kagame, accusé de soutenir les rebelles du M23 actifs au nord de Goma. Commentaire de Habiba Hangini Mahamat. Jeudi 30 novembre, l'opposant Martin Fayulu, candidat à la présidentielle en République démocratique du Congo, était en campagne à Goma, où il a défilé avec un cortège d'une centaine de partisans sur un podium installé dans le centre-ville. Fayulu a dénoncé l'état de siège instauré en mai 2021 dans les provinces de Nord Kivu et de l'Ituri, en proie aux violences des groupes armés. Martin Fayulu est l'un des principaux challengeurs du président Félix Tshisekedi. Regardez, est-ce que vous avez la paix aujourd'hui? Est-ce que vous avez la sécurité aujourd'hui? Depuis que Félix Tshisekedi est là, est-ce que la situation est meilleure qu'avant? Dit-il depuis une estrade. Depuis 5 ans, ses partisans le désignent comme le président élu, puisque, selon eux, la victoire lui a été volée à l'élection de 2018. Dans son discours, Martin Fayulu a par ailleurs accusé Félix Tshisekedi d'avoir pactisé avec le président rwandais Paul Kagame, dont le pays est accusé de soutenir le rebelle du M23 qui opère au nord de Goma. Une fois élu, a-t-il promis, la situation changera. Pour ce faire, Martin a promis de ne prendre aucun franc de son salaire,
qui sera consacré à la mise en œuvre des projets sociaux. Plus de 40 millions d'électeurs congolais sont appelés aux urnes pour un scrutin présidentiel le 20 décembre 2023. Élu en 2018, le président Félix Tshisekedi brigue un second quinquennat. La campagne se tient dans un contexte sécuritaire très tendu. Le président angolais Joao Lourenço a été reçu par son homologue américain Joe Biden à la Maison-Blanche ce jeudi 30 novembre 2023. Les deux chefs d'État se sont entretenus au bureau ovale sur le partenariat entre l'Angola, l'Afrique et les États-Unis. Ngena Ondoum Cynthia. L'Amérique est entièrement mobilisée sur l'Afrique, assure Joe Biden en recevant le président angolais Joao Lourenço ce jeudi 30 novembre. Lors de la rencontre, le président américain a en particulier vanté un investissement d'1 milliard de dollars dans le couloir Lobito, un grand projet d'infrastructure reliant la République démocratique du Congo et la Zambie via le port de Lobito en Angola. Joe Biden avait initialement promis de se rendre sur le continent africain en 2023, mais à un mois de la fin de l'année, cela semble désormais peu probable. Le partenariat entre l'Angola et les États-Unis est plus important que jamais, a encore dit le président américain en recevant son homologue dans le bureau ovale. Le président américain qui veut rivaliser avec la Chine et les gigantesques investissements de cette dernière en Afrique a aussi évoqué les financements américains dans des projets d'énergie solaire et de développement agricole en Angola. Il a enfin remercié Joao Lourenço pour son travail en vue de la paix. Dans l'est de la République démocratique du Congo, une région secouée depuis des décennies par des conflits et en particulier par la rébellion du groupe armé Mouvement du 23 mars. Le président angolais a lui estimé que Joe Biden avait changé le paradigme de la coopération entre les États-Unis et le continent africain. La seule annonce concrète attendue jeudi est la signature par l'Angola, troisième pays africain à le faire, des accords Artemis, un cadre multilatéral fixé à l'initiative des États-Unis pour éviter les conflits dans la conquête de l'exploration spatiale. La dernière visite d'un président américain en Afrique remonte à 2015, quand Barack Obama s'était rendu au Kenya et en Éthiopie. Toujours aux États-Unis, le président américain Joe Biden et la première dame Jill Biden assistent à l'illumination de l'arbre de Noël national, une tradition annuelle de la Maison-Blanche. Tradition qui remonte à un siècle cette année pour être exact. Rassem Mordim Leila. Qui dit Noël à la Maison-Blanche, il dit illumination, décoration, musique et participation du président en exercice. Une tradition qui remonte à un siècle exactement cette année. Le président américain Joe Biden et la première dame Jill Biden assistent à l'illumination de l'arbre de Noël national, une tradition annuelle de la Maison-Blanche. La veille de Noël en 1923, le président Calvin Coolidge s'était rendu à pied de la Maison-Blanche à l'ellipse où des spectateurs s'étaient rassemblés pour allumer 2500 ampoules électriques rouges, blanches et vertes sur un pont du Vermont de 15 mètres de haut. Une tradition était née. La National Park Foundation attribue la genèse de l'événement à l'épouse du président, Grace Coolidge, qui avait autorisé les écoles publiques de la ville à installer l'arbre de Noël un mois plus tôt. Et certains présidents saisissent l'occasion de la cérémonie pour s'exprimer sur les affaires mondiales et l'actualité nationale. En 1979, le président Jimmy Carter marque le début de la fête de Hanouka en allumant la première bougie d'une menorah géante ajoutée à la célébration. La technologie de l'événement évolue également au fil des ans, avec notamment l'emploi de lumières LED à faible consommation d'énergie en 2007. Le sapin a bien été illuminé en 2020, mais pandémie de Covid-19 oblige, la cérémonie s'est déroulée sans public. Les spectateurs sont revenus en 2021. Cet arbre à feuilles persistantes nous rappelle que même dans les jours les plus froids et les plus sombres de l'hiver, la vie et l'abondance reviendront, a rappelé le président Biden. Et c'est ici que s'achève cette édition. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau journal de l'international. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV.